Bienvenue sur Electron Libre, le podcast où on éclaire les coulisses du réseau de distribution wallon et des questions énergétiques, sans trop se prendre au sérieux, mais sans éviter les vraies questions. Avec Fernand Griffinet, on va nourrir le débat, ouvrir des perspectives et surtout vous donner envie de participer à la discussion. Fernand Griffinet, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Moi, je crois que l'histoire n'était pas tout à fait finie la dernière fois qu'on s'est vu, et donc je vous propose, j'allais dire tout bêtement, de continuer le précédent. Rappelez-vous, on était consacré au marché de l'électricité. On va donc continuer à parler d'électricité. Ça veut donc dire qu'on ne va pas encore parler de gaz. Ce sera pour un peu plus tard. On avait évoqué les acteurs de marché. Vous vous souvenez, les producteurs, les fournisseurs, les deux grands business models, si je puis utiliser des termes un peu ambitieux. Vous vous souvenez du boucher qui fait ou qui achète et revend son pâté au poivre. Pour ceux qui découvrent ce podcast comme étant le premier, ils doivent se demander de quoi nous parlons, mais je donne une prime à ceux qui nous sont fidèles et qui avaient écouté le précédent. On avait aussi évoqué d'autres acteurs de marché, les fournisseurs de services de flexibilité, les FSP, Flexibility Service Provider. On ne va pas les oublier, mais on va les ranger quelque part dans sa tête. On les mobilisera plus tard, mais pour le moment, je pense qu'on peut un peu les laisser de côté. On avait aussi évoqué, cette première fois, une caractéristique de l'électricité qui était qu'au fond, si je résume, cette électricité n'a pas de valeur si elle n'est pas prolongée par un réseau qui la rend disponible là où elle va être utilisée. Ben voilà, ce que je propose qu'on parle aujourd'hui, c'est de ce réseau. C'est plus vraiment le marché. Le réseau, on verra, c'est pas un acteur de marché. Il est au service du marché. Ben, je vous propose qu'on parle du ou des réseaux. Ok, donc on avait bien compris que c'était pas quelque chose qui était super simple. Et comme vous le dites, on va parler du réseau plutôt des réseaux. Ben oui, on va, comme d'habitude, un tout petit peu compliquer les choses. On aura donc deux réseaux. Le réseau de transport et le réseau de distribution. Et désolé, mais j'aime bien te compliquer encore un peu plus que les autres ne le font. On a en réalité trois réseaux. Il y a le réseau de transport, on va s'en expliquer. Il y a le réseau de distribution, mais moi je pense qu'il y a un troisième réseau. On vient de le dire, l'électricité, elle doit être amenée là où elle va être utilisée. À la cuisine, non, même plus, elle doit être amenée à votre four, à vos plaques de cuisson, à votre frigo, à votre lave-vaisselle. Elle doit être amenée au lave-linge, elle doit être amenée au sèche-linge. Elle va même jusqu'à la table de nuit de votre chambre à coucher, elle vous poursuit vraiment partout pour faire fonctionner tout simplement votre réveil. Or, le réseau, même le dernier réseau, le réseau de distribution, s'arrête au compteur. Le compteur fait partie du réseau de distribution, mais au-delà, il n'y a plus réseau de distribution. Et donc, on sent bien qu'entre ce compteur et les points de consommation que je viens d'exposer, il y a un troisième réseau, le réseau domestique, avec son tableau, avec ses circuits, avec ses équipements de protection, les disjoncteurs que l'on connaît tous un petit peu. Oui, c'est un troisième réseau. Je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'il n'a pas la même nature que les deux autres. Mais si on veut être complet, je pense qu'il faut dire qu'il existe trois réseaux. Et donc avant ce troisième réseau, il y a un réseau de transport, il y a un réseau de distribution. Alors pourquoi et qu'est-ce qui les différencie ? Mais ce que je vous propose peut-être, c'est d'utiliser une comparaison avec quelque chose qui est un petit peu plus familière à l'esprit des gens, parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent. J'avoue, ceux qui me connaissent le savent, j'aime bien les comparaisons. J'aime bien les comparaisons quand elles aident à comprendre des concepts compliqués. Je trouve que dans cette mesure-là, c'est utile. Il faut toujours faire attention à un truc avec les comparaisons, c'est de les pousser le plus loin possible, mais pas plus loin. Parce qu'à un moment, alors, on arrive à des trucs qui sont un peu artificiels et au final, ce qui devait aider la compréhension devient un peu victime de lui-même et n'aide plus. Mais je crois qu'on peut dire tout simplement que si on veut avoir une bonne idée de ce qu'est un réseau de transport et de ce qu'est un réseau de distribution, il faut tout simplement penser au réseau qu'on utilise toutes et tous chaque matin lorsqu'on sort de chez soi. C'est le réseau routier. Allez, je vous donne un exemple. Moi, j'habite dans un petit village du Condro liégeois et tous les jours, je dois venir travailler ici, à l'aéropole à Gosselies. Je vais donc sortir de chez moi, ça c'est, j'ai envie de dire, le réseau domestique, allez, et je vais arriver sur la première route qui est une route de village. Alors, vous
de village, qui dit route de village, dit passage pour piétons, dit école dans laquelle on va rouler à 30, dit priorité de droite, j'allais dire dit feu lumineux, mais à Oufé, il n'y a même pas de feu lumineux, c'est trop petit. Enfin bon, je suppose qu'il y a des gens qui doivent parfois s'arrêter à un feu lumineux sur leur réseau de distribution. Et ce réseau va m'amener où? Il va m'amener à une entrée d'autoroute. Et là, je vais monter sur une autoroute et on va changer de nature. Le but n'est plus d'aller chercher l'autoroute. Le but est de quitter ma province de Liège pour arriver vers la province du Hainaut. De me transporter d'un endroit de la Belgique ou de la Wallonie pour me transporter vers un autre point de la Wallonie. Et sur ce réseau-là, tout change. Plus d'écoles, plus de feux rouges, plus de passages pour piétons, plus de zone 30. On roule à 120 et le but est de passer d'un endroit à un autre. Et puis on va sortir de l'autoroute et on va retrouver un réseau de distribution qui me permettra, il est à 2 km d'ici, alors là il est assez court, d'arriver jusqu'à ma place de parking et de là à mon bureau. Je pense que si on ne pousse pas la comparaison plus loin que cela, on comprend bien la différence entre un réseau de transport d'électricité qui répartit, alors pas des gens ni des voitures, mais qui répartit de la puissance électrique d'un endroit à un autre, et puis qui donne le relais à un réseau de distribution qui, lui, ne répartit plus rien du tout, se charge d'amener cette puissance électrique auprès de clients pour qu'eux puissent l'utiliser. Voilà, je pense qu'on peut pousser cette comparaison-là. Donc on peut dire qu'au niveau de l'énergie, au niveau du réseau électrique, il y aurait également un réseau autoroutier et un réseau secondaire. Oui, effectivement, on a donc un réseau de transport qui répartit de la puissance électrique. Une puissance électrique, si on résume, qui était largement produite à Tihange, dans la centrale nucléaire de Tihange. Cette puissance électrique-là, il faut la répartir sur un territoire, la Wallonie, la Belgique, mais qui n'a pas vraiment pour vocation d'alimenter des clients. On est vraiment dans cette histoire de répartition de puissance. Et puis au-delà, un réseau de distribution qui vient prendre le relais de ce réseau de transport pour amener cette puissance chez des clients, comme l'autoroute qui répartit des voitures ou des gens, et puis un réseau de distribution qui les amène là où ils veulent aller, rentrer chez eux, aller au bureau, aller faire leurs courses, etc. C'est vraiment cela. Elia gère le réseau de transport, Elia gère l'autoroute, répartit la puissance, et puis les GRD prennent le relais pour ramener cette puissance chez des clients, qu'ils soient industriels, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient résidentiels, et ces clients, eux, utilisent cette puissance mise à disposition. Est-ce que ça veut dire que Elia n'a pas de clients raccordés sur son réseau? Non, ce serait évidemment beaucoup trop simple. Il faut évidemment nuancer. De très gros clients, quelques centaines de très gros clients en Belgique. Donc en nombre, c'est très peu. Forcément, en énergie et en puissance, c'est énorme. Mais quelques centaines de gros clients sont directement raccordés au réseau de transport. Allez, imaginez que vous êtes le patron d'une entreprise de transport. Vous avez d'énormes camions. Vous allez évidemment localiser votre entreprise et vos camions le plus près possible de la sortie d'autoroute. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vocation, ces 30 tonnes, à circuler dans nos villages, à s'arrêter au feu, à respecter les priorités de droite. Le but est que le plus rapidement possible, ils puissent monter sur l'autoroute pour répartir quelque chose. C'est la même chose. De très gros clients qui ont besoin de très grosses puissances vont directement aller sur l'autoroute, si je puis dire, parce que le réseau de distribution, le réseau secondaire serait pour eux pénalisant, pas utile, sans valeur ajoutée, et donc vont libérer le réseau de distribution de ces gros camions, si je puis le dire. Mais effectivement, l'essentiel de la clientèle belge est en distribution, elle est raccordée au réseau secondaire, au réseau de distribution. Tout à l'heure, vous disiez, dans votre explication, Elia répartit de la puissance électrique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de puissance électrique. On lit souvent que Orez refuse de raccorder ou d'accorder de la puissance électrique à un client Orez ou un client Elia. C'est correct ? Oui, mais vous allez un petit peu vite et objectivement, si on veut aborder cette question-là, qui est quand même une question et d'actualité, une question pas simple, une question complexe, si on veut l'aborder avec toutes les nuances requises, on verra bien si les gens nous demandent d'expliquer ce genre de choses, on en fera un podcast
tout à fait dédié, spécifique, parce que je pense vraiment que ça vaut la peine. Mais cela dit, j'ai quand même envie de vous répondre rapidement. Et pour répondre, vous pourriez le faire à ma place. On vient d'expliquer tous les concepts, appliquez-les et vous allez pouvoir répondre. Et il y a à la responsabilité de mettre la puissance électrique à disposition sur le territoire de la Wallonie ou d'Orez, prenez ce que vous voulez. Et puis c'est le GRD, ici Orez, qui est l'interlocuteur du client. Vous comprenez bien que si je n'ai pas la puissance, parce qu'elle n'est pas disponible chez Elia, je ne peux pas mettre à disposition de mes clients une puissance que je n'ai pas. Et donc, on est parfois pris un peu entre le marteau et l'enclume. Je n'y ai jamais été, mais on imagine bien que ce n'est pas une position fort confortable. On est toujours parfois pris un peu entre le marteau et l'enclume, de clients qui nous demandent de la puissance pour réaliser un projet, et d'un transporteur qui me dit « Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, là où tu me la demandes, de te mettre à disposition la puissance requise. » Et donc, effectivement, c'est Elia qui doit mettre cette puissance à disposition du gestionnaire de réseau de distribution, qui est l'interlocuteur d'un client. Alors, c'est effectivement nous qui avons la mission délicate d'être le porteur de messages, et souvent pour le moment le porteur de mauvaises nouvelles, mais nous avons très peu de marge de manœuvre par rapport à la réponse que nous apportons à la question. Nous sommes un peu tenus par un autre, le transporteur en l'occurrence. D'accord, et d'un côté, on a donc ces clients, ou les clients plus généralement, qui sont raccordés au réseau de distribution pour la toute grosse majorité, on vient de le dire. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un côté de la chaîne? Est-ce que de l'autre côté de la chaîne, on retrouve les moyens de production, les centrales? Est-ce qu'eux sont raccordés sur ce réseau de transport? Alors, il y a quelques années, mais le temps passe maintenant, ça commence à faire beaucoup de temps, essentiellement, on concevait la production comme raccordée. Le modèle était un peu plus simple. Hein. La production se raccordait au réseau de transport qui répartissait toute cette puissance disponible, et puis le schéma qu'on vient d'expliquer. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus subtil, essentiellement par le renouvelable. Parce que le renouvelable, ce sont des moyens de production souvent plus légers, puissance beaucoup moins importante. Et donc, on a pris l'habitude de raccorder, on pourrait expliquer plus en détail, mais on a pris pour habitude de raccorder des éléments renouvelables, de l'éolien, du photovoltaïque, à notre réseau moyenne tension, au réseau d'Orez moyenne tension, voire à notre réseau basse tension. C'est tous les panneaux photovoltaïques que vous voyez sur le toit des maisons quand vous vous promenez dans les rues de Wallonie. Carrément, ces moyens de production-là, qui sont de faible puissance, évidemment, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, sont directement raccordés à notre réseau basse tension. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de facile à gérer, et on essaie de le gérer le mieux qu'on peut. Donc on a bien compris les différents rôles des différents intervenants, on a parlé des producteurs, on a parlé des fournisseurs, on a parlé du gestionnaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de distribution. Une question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'il faut autant de sociétés distinctes? Est-ce que ça ne fonctionnerait pas de manière plus efficace, plus optimale, s'il y avait une seule société, une seule entreprise, une seule organisation qui piloterait tout ça, une société unique qui pourrait garantir que les arbitrages sont toujours faits au mieux de l'intérêt de tout le monde? Vous avez raison de distinguer deux choses. C'est pas parce qu'il y a des rôles différents qu'il y a des sociétés différentes. Rappelez-vous mon boucher et son pâté, il était à la fois producteur et fournisseur s'il le faisait lui-même. On peut effectivement imaginer que certains rôles sont endossés par plusieurs acteurs. Et vous savez quoi? Ça a été imaginé. Le siècle passé, on a toujours l'impression d'annoncer des trucs terribles, mais moi j'ai connu le siècle passé, et peut-être que pas mal de gens qui nous écoutent l'ont connu aussi, était caractérisé par un modèle où on poussait un seul acteur à exercer un maximum de fonctions. Ça s'appelait Electrabel à l'époque d'ailleurs en Belgique. Electrabel était producteur, Electrabel était transporteur, Electrabel était, avec d'autres, les intercommunales, c'est des choses qu'on évoquera un jour, distributeur, et Electrabel était vendeur, fournisseur à des gros clients industriels comme à vous, à moi, dans nos maisons. Donc Electrabel était ce qu'on appelait à l'époque un acteur intégré. Ça avait plein d'avantages, C'était aussi poussé, vous en avez donné un d'ailleurs, c'est que ça permettait, on n'avait pas besoin de coordonner. Il y avait un comité de direction pour faire la coordination. Il n'y avait pas besoin de prévoir des endroits où des entreprises se parlent, arbitrent, plus ou moins bien d'ailleurs, en se disant c'est mon intérêt qui doit passer le premier. Ici, c'était l'intérêt global qu'on essayait de faire passer en premier.
Alors pourquoi est-ce qu'on est sorti de ce modèle de société intégrée? J'ai encore envie d'ajouter un truc, parce qu'en vous parlant, j'y pense. Les technologies de l'époque poussaient aussi terriblement à l'émergence de grands acteurs. Vous savez, pour financer le nucléaire dans les années 70, on ne faisait pas ça quand on était une petite société. Et c'est à ce moment-là qu'on a pensé d'ailleurs regrouper les sociétés qui s'occupaient d'énergie. L'évidence était celle-là. La taille était quelque chose que l'on recherchait, plus gros ou mieux pour faire ce genre de métier. Et puis on l'a dit, on a développé des moyens de production beaucoup plus légers, on en raccorde même au réseau basse tension maintenant, et donc l'effet de taille a été moins important. Maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce qui a surtout poussé à la désintégration de ces opérateurs, c'est le courant politique des années 80. Alors, je ne sais pas si je dois dire, rappelez-vous, moi je me souviens quand même un peu. 80, c'est Reagan aux États-Unis, 80, c'est Thatcher au Royaume-Uni. Et à ce moment-là, le courant dominant, c'est sus au monopole, quoi. Il faut mettre fin à tout ça. Le monde ira beaucoup mieux quand on n'aura plus de monopole, et la Commission européenne va emboîter le pas et va effectivement opter pour des modèles de libéralisation qui pousseront effectivement à isoler mon boucher, le producteur, le fournisseur, acteur sur le marché, et ça deviendra mes bouchers, parce qu'on voudra que le client puisse choisir. C'est normal, tous les pâtés n'ont pas le même goût, si j'ai envie de dire. C'est plus discutable sur l'électricité, mais on y reviendra. Mais enfin, l'idée est qu'il y ait plusieurs bouchers et que le client choisisse celui qui lui convient, puis on arrête la comparaison là parce qu'elle ne marche plus. Par contre, on n'a pas poussé l'idée jusqu'à dire multiplions les infrastructures. Les infrastructures, les réseaux de transport et de distribution sont restés des monopoles. Séparés évidemment des acteurs de marché, mais des monopoles. Fernand Griffinet, on vous sent un peu nostalgique de cette époque? Non, juste un peu âgé à mon avis, et donc on aime toujours ce qu'on a connu quand on était plus jeune, c'est la seule chose. Il n'y a pas de nostalgie à avoir, parce que, souvenez-vous du tout premier où on a dit un modèle n'est pas bon, un modèle n'est pas meilleur. Je crois que je vous avais d'ailleurs reproché la façon dont vous m'aviez posé la question. Un modèle n'est bon que par rapport à un objectif. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que l'on veut un optimum de coordination ? Effectivement, on comprend qu'un acteur qui pilote plusieurs activités peut être utile. Est-ce qu'on veut choisir la libéralisation et donc offrir un choix aux clients ? Alors bien évidemment, c'est le modèle que l'on a aujourd'hui. Je dis simplement que choisir l'un, c'est un peu renoncer à l'autre et vice-versa. Le réseau, par contre, c'est un monopole. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas d'abus ? Alors là, pour le coup, on peut dire que ceux qui ont mis en place le système ont été plutôt bien inspirés. Ça coûte très cher un réseau, et sa multiplication a très 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 peu de valeur ajoutée. L'idée qu'on a eue, c'est de dire qu'il coûterait une fortune de dupliquer ou de multiplier les infrastructures. On est en train de se rendre compte que déjà en avoir une performante coûte énormément. Alors disperser les moyens de la collectivité pour en avoir deux, on ne voit pas bien le sens que ça aurait. Donc là, je pense que ceux qui ont mis le système en place ont bien fait d'opter pour un système avec un réseau. De vous à moi, il n'y a qu'un réseau de routes. De vous à moi, il n'y a qu'un réseau de chemin de fer. Par contre, il y a des réseaux de télécom. Donc vous voyez là aussi, tous les modèles ne sont pas nécessairement duplicables. Il n'y a pas de vérité qui s'applique à tous. Je pense qu'en énergie, en gaz, en électricité, on a bien fait de faire le choix du monopole. On parle parfois de monopole naturel pour les réseaux. Un monopole qui doit s'exercer au service des acteurs de marché, les producteurs, les fournisseurs, de façon non discriminatoire, pour que chacun puisse l'utiliser de la même façon, dans les mêmes conditions, que l'un ne puisse pas prendre avantage d'une position qu'il aurait par rapport au réseau. Donc fondamentalement, le réseau reste un monopole. Oui. Et comment est-ce qu'on s'assure que personne ne va en abuser ? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de dérive dans la gestion de ce monopole ? C'est effectivement toujours la même chose. Lorsqu'on fait le choix d'avoir un acteur unique pour utiliser quelque chose, pour gérer quelque chose, il faut évidemment prendre des mesures qui font en sorte que ce monopole-là ne va pas abuser de sa position. D'abord par des règles. Il y a toute une série de règles, règlements techniques, règlements de raccordement, règlements des prix aussi. Il y a toute une série de règles qui s'appliquent et qui s'imposent à nous.
Sachez par exemple que je ne décide pas, moi, du prix d'Orez. Sachez que je ne décide pas, moi, des conditions auxquelles telle ou telle éolienne peut se raccorder à mes réseaux. Je ne décide pas, moi, des conditions auxquelles tel fournisseur ou tel autre fournisseur peut utiliser mes réseaux pour fournir de l'électricité ou du gaz à ses clients. Pas plus que je ne déciderai si ce fournisseur de cette flexibilité m'est sympathique et donc je vais lui proposer un contrat plus facile alors qu'un autre, il aura une autre disposition. Parfois, on me demande, c'est un peu humain, dit tel raccordement, telle situation, on a reçu le devis, tu ne sais pas faire un petit quelque chose. Alors moi, j'ai la position la plus confortable possible. Non, pas que je ne sais pas, je ne peux pas. Il m'est interdit de faire un petit quelque chose. Parce que si je fais un petit quelque chose, ce petit quelque chose-là que je vais vous donner à la fin, qui fera que vos raccordements seront un peu moins chers, vous serez très content, c'est pas moi qui vais le payer, c'est votre voisin. Parce que le besoin restera le même, et ce que quelqu'un ne me donne pas alors qu'il aurait dû me le donner, je vais non plus vous faire un petit quelque chose en plus, je ne ferai jamais ça non plus. Ben, si jamais il y avait un petit quelque chose en moins, je devrais aller le rechercher quelque part. Et donc, premier élément qui garantit que le monopoliste n'abuse pas de son monopole, c'est justement les règles. Des règles existent. Après, des règles existent en foot. S'il n'y a pas d'arbitre, ça peut mal tourner. On a besoin de quelqu'un qui a un sifflet dans la bouche et qui a des cartes jaunes et même rouges dans ses poches pour un moment faire en sorte que tout se passe bien. Eh bien, on a un arbitre en région wallonne qui va... Alors, c'est même un arbitre qui parfois édicte les règles. C'est un arbitre qui a à la fois un rôle dans la détermination des règles qui sont applicables et d'autre part dans le contrôle du respect des règles. Là, c'est plus classique pour un arbitre. Et croyez-moi, il a un sifflet, il a une carte jaune, j'ai même parfois vu sa carte rouge. Donc, à partir du moment où nous ne nous comporterions pas bien, le régulateur est le garant que les règles seront respectées. Il est là pour contrôler, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire les règles doivent être respectées pour qu'elles le soient. Il y a toute une série de mécaniques, de contrôle, de rapports, d'enquêtes, d'examens qui existent pour qu'au final, le régulateur puisse dire « j'ai fait le job ». Non seulement les règles existent, mais elles sont respectées et je l'ai vérifié. C'est ainsi qu'on arrive à faire en sorte qu'un modèle économiquement le plus justifiable, le monopole pour le réseau, ne débouche pas sur des abus, sur des favoritismes. Bon, Fernand Griffinet, on a parlé des différents intervenants. Est-ce que maintenant, après avoir intégré le régulateur dans la discussion, on a fait le tour? Est-ce qu'on a tout vu? Oui, tout vu, on a évidemment jamais tout vu. Mais je trouve que si notre objectif est d'avancer pas à pas et de mettre en place les briques, et puis de ne pas trop emmerder les gens qui ont tous autre chose à faire, je pense qu'on devrait pouvoir s'arrêter là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on devrait pouvoir s'arrêter là? On avait prévu de vider un petit peu les grands acteurs du secteur, les grandes fonctions d'abord, du marché de l'électricité. On avait passé le premier épisode à traiter du marché, des producteurs, des fournisseurs et des acteurs de la flexibilité. Je pense qu'il nous restait un gros trou dans la raquette qui était le réseau, les réseaux, deux disent certains, transport, distribution. Pour faire compliqué, j'en ai ajouté un troisième, mais je pense qu'il est réel, ce réseau domestique. Je pense qu'on a bien expliqué quelles étaient les différences entre le réseau de transport et de distribution, avec notre comparaison sur la mobilité, sur un réseau que nous utilisons tous. On a expliqué aussi pourquoi ce réseau était en situation de monopole, pourquoi je pense que c'était une bonne solution. Et puis, vous m'avez un petit peu poussé dans mes retranchements pour dire, ce réseau en monopole, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'abuse pas de cette position dominante, qu'il n'abuse pas de ce monopole, qu'il joue son rôle, au fond, d'être ouvert de façon non discriminatoire à tous les acteurs de marché. Et on a expliqué l'importance essentielle de la régulation. Je pense que maintenant, toutes les pièces sont en place pour qu'on parle, vous savez, vous connaissez l'expression « parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse », eh bien on pourra, à partir de la semaine prochaine, parler de moi, ou plutôt parler d'Orez, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et c'est un sujet que vous maîtrisez probablement mieux que personne. Oh, mieux que personne, ça je n'oserais pas le dire, mais sur lequel j'ai quelques idées, ça oui. On verra ça la prochaine fois. Ouais. Voilà, à bientôt, merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté Electron Libre. Si ces discussions vous a donné envie d'aller un peu plus loin, abonnez-vous pour ne rien manquer.
Et surtout, faites-nous part de vos réactions, de vos questions, de vos suggestions, de vos idées via le compte LinkedIn de Fernand Griffenay. On vous donne le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt.